Le texte arriva à 23h47 un mardi, alors que je déboguais un logiciel malveillant particulièrement vicieux pour un client. Mon téléphone vibra contre le bureau encombré de mon bureau à domicile, et j'ai failli l'ignorer. Presque. Je ne veux vraiment pas te contrarier, mais ta femme, le message venait de Marie Salane, la meilleure amie d'Alicia depuis l'université. La meilleure amie absolument magnifique et récemment célibataire de ma femme, qui passait plus souvent ces derniers temps, sentant toujours un parfum cher et portant des vêtements qui coûtaient plus que mon versement automobile mensuel. Je fixai l'écran, mes doigts figés au-dessus du clavier. 3 points apparurent, disparurent, puis réapparurent. Elle tapait autre chose. Pouvons-nous parler? Pas ici. Pas par texto. C'est important. Mon nom est Nick Harper, et jusqu'à ce moment-là, je pensais avoir plutôt bien géré ma vie. 39 ans, plutôt beau gosse, du genre, mec informatique qui prend vraiment des douches. Marié à une femme qui pourrait arrêter la circulation juste en marchant dans la rue. Nous vivions dans une jolie maison à Newton, une de ces banlieues de Boston où les gens prétendent que leurs mariages sont parfaits et que leurs adolescents ne fument pas d'herbe derrière le garage. Je suis consultant en cybersécurité, ce qui semble bien plus cool que ce que c'est en réalité. La plupart de mes journées consistent à expliquer à des cadres d'âge mûr pourquoi, mot de passe 123, n'est pas exactement digne de Fort Knox, mais ça paie bien et ça me donne la flexibilité de travailler à domicile, ce qu'Alicia disait toujours adorer. Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi, disait-elle, généralement juste avant de partir pour une de ces fameuses soirées entre filles. La maison était silencieuse. Alicia était allée se coucher il y a 1 heure, prétextant l'épuisement dû à l'organisation d'un gala de charité. Notre fils, Connor, dormait probablement, bien que le connaissant, il jouait sûrement à des jeux vidéo avec son casque, faisant semblant d'être inconscient chaque fois que nous le vérifions. J'ai répondu à Marissa, à propos d'Alicia. La réponse fut immédiate, demain, café, cet endroit sur Newbury Street dont tu as parlé une fois, 10 heures. Comment s'en souvenait-elle? J'avais mentionné mon café préféré exactement une fois, il y a des mois, lors d'une de ces soirées dîner gênantes où Alicia invitait tout son cercle social et je jouais le rôle du mari charmant, remplissant les verres de vin et faisant semblant de rire à des blagues qui n'étaient pas drôles. J'ai sauvegardé mon travail et suis monté à l'étage. Alicia était déjà au lit. Son dos tourné vers moi, respirant ce rythme profond et régulier qui signifiait qu'elle dormait ou qu'elle faisait un sacré bon travail en faisant semblant. La chambre sentait son parfum habituel. Mais il y avait autre chose en dessous. Quelque chose de masculin et d'étranger. Probablement juste ramassé à l'événement, me suis-je dit. Ces endroits sentent toujours le colloque du personnel de service. Je me suis glissé dans le lit, veillant à ne pas la déranger, et j'ai fixé le plafond. Le message de Marissa ne cessait de me revenir à l'esprit. Qu'est-ce qui pouvait être si important qu'elle ne pouvait pas le dire directement? Et pourquoi avait-elle l'air si mal à l'aise les dernières fois qu'elle était venue? Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Le lendemain matin, Alicia était déjà partie quand je me suis réveillé. Une note sur le comptoir de la cuisine expliquait qu'elle avait une réunion tôt avec un fournisseur pour le gala. Son écriture était hâtive, presque frénétique. Retour tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. Ne m'attends pas. Combien de fois avais-je entendu cette phrase au cours des 6 derniers mois? J'ai fait un café fort et noir et j'ai essayé de me concentrer sur le travail. Mais toutes les quelques minutes, je me retrouvais à regarder l'horloge, comptant les heures jusqu'à ma rencontre avec Marissa. À 9h45, j'étais assis au Grain Coffee sur Newbury Street, sirotant mon 2e expresso et surveillant la porte comme un homme attendant son exécution. L'endroit était animé par le mélange habituel d'étudiants, de gens d'affaires et de touristes, tous bavardant dans ce mélange particulier d'accent et d'attitude de Boston. Marissa est entrée à exactement 10 heures, et je me suis souvenu pourquoi la moitié des hommes de notre cercle social se ridiculisaient chaque fois qu'elle était là. Grande, avec ce genre de beauté sans effort qui semblait ne demander aucun effort mais prenait probablement 2 heures chaque matin pour être réalisée. Elle portait une simple robe noire qui coûtait probablement plus cher que mon ordinateur portable. Et ses cheveux sombres étaient relevés de manière à montrer des pommettes qui pouvaient couper du verre. Elle me repéra immédiatement et s'approcha, ses talons claquant sur le parquet. D'autres clients se tournèrent pour regarder, mais elle ne sembla pas le remarquer. Elle ne semblait jamais rien remarquer. Nick. Elle se glissa sur la chaise en face de moi, refusant mon offre de lui acheter une boisson. Merci d'être venu. Tu as dit que c'était à propos d'Alicia.
Je gardai ma voix neutre. Professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Marissa jeta un coup d'œil autour du café, puis se pencha en avant. Depuis combien de temps nous connaissons-nous, Nick? Environ 5 ans, depuis que toi et Alicia vous êtes reconnectés après l'université. Et pendant tout ce temps, ai-je déjà causé des drames? Ai-je déjà semé la discorde entre vous deux? Je devais admettre que non. Marissa avait toujours été l'amie parfaite. Solidaire, amusante, ne franchissant jamais les limites. En fait, elle avait été presque trop prudente avec moi. Comme si elle avait peur de dire ou de faire la mauvaise chose. Non, dis-je, tu ne l'as pas fait. Alors tu dois comprendre que ce que je suis sur le point de te dire me tue. Mais je ne peux plus regarder ça arriver. Mon estomac se serra. Regardez quoi arriver. Elle sortit son téléphone, fit défiler quelque chose, puis tourna l'écran vers moi. C'était une photo prise dans ce qui ressemblait à l'un de ces clubs haut de gamme du centre-ville. Alicia était sur la photo, riant de quelque chose, sa main posée sur le bras d'un homme que je ne reconnaissais pas. Il s'appelle Derek Johnson, dit Marissa doucement. Tout le monde l'appelle DJ. Il promeut des événements dans plusieurs clubs de la ville. J'ai étudié la photo. Le gars était plus jeune que moi, peut-être la trentaine, avec ce look artificiellement décontracté qui criait l'argent et l'effort. Des vêtements chers faits pour paraître sans effort. Des cheveux parfaitement ébouriffés. Le genre de sourire qui suggérait qu'il n'avait jamais entendu le mot « non » de sa vie. Ce n'est qu'une photo, Marissa. Alicia rencontre beaucoup de monde grâce à son travail. Nick, sa voix était douce mais ferme. Ceci a été pris il y a 3 semaines à Venon, ce club sur Boylston Street. Alicia t'a dit qu'elle passait une soirée entre filles avec Rachel et Tara. Tu te souviens? Je me suis souvenu. Elle était rentrée à 2 heures du matin, affirmant qu'elles avaient perdu la notion du temps, sentant la fumée de cigarette et ce même parfum inconnu que je sentais ces derniers temps. Il y a plus. Marissa a glissé vers la photo suivante. Celle-ci montrait Alicia et DJ dans ce qui ressemblait à une cabine privée, assis beaucoup plus près l'un de l'autre. Sa main était sur sa cuisse et ils se penchaient l'un vers l'autre comme s'ils partageaient des secrets et plus encore. La 3e photo était plus difficile à regarder. Ils dansaient, si l'on peut appeler cela danser. Ses mains étaient sur sa taille, ses bras autour de son cou, et ils se regardaient comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. J'ai posé le téléphone soigneusement, luttant contre l'envie de le jeter à travers la pièce. Comment as-tu eu ces photos? J'étais là ce soir-là. Rachel m'a invité à la dernière minute. Elle a dit qu'Alicia voulait que je vienne, mais quand je suis arrivé, Alicia était déjà avec lui. Rachel et Tara étaient au bar, se saoulant et faisant semblant de ne pas remarquer ce qui se passait dans la section VIP. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Les yeux de Marissa se remplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. Parce que j'espérais que ce n'était qu'une aventure d'un soir, une stupide erreur. Mais ce n'est pas le cas, Nick. Ça dure depuis des mois. Le café me sembla soudain trop petit, trop bondé, trop bruyant. J'avais besoin d'air, d'espace, d'un endroit pour assimiler ce que j'entendais. Il y a autre chose, dit Marissa. Quelque chose que tu dois savoir sur pourquoi je te dis ça. Je la regardais, attendant. Je ne fais pas ça seulement parce que c'est la bonne chose à faire. Sa voix était à peine audible. Je fais ça parce que je suis amoureuse de toi. Ça fait des années. La confession me frappa comme un coup physique. Je fixai Marissa, cherchant sur son visage un signe que tout cela était une blague élaborée, mais son expression était mortellement sérieuse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis amoureuse de toi, Nick. Je le suis depuis la première fois qu'Alicia m'a amené à l'une de tes soirées dîner. Tu étais dans la cuisine, en train de te disputer avec le détecteur de fumée parce que tu avais brûlé le pain à l'ail. Et tu avais l'air si frustré et adorable que je voulais t'aider, mais je ne pouvais pas parce que tu étais marié à ma meilleure amie. Le souvenir me revint en mémoire. C'était il y a environ 4 ans, au début de la phase d'Alicia d'organiser des fêtes. J'avais essayé d'impressionner ses amis avec mes talents culinaires et j'avais échoué spectaculairement. Marissa s'était tenue dans l'embrasure de la porte, me regardant agiter un torchon vers le détecteur de fumée hurlant. Et quand nos regards s'étaient croisés, elle avait souri d'une manière qui m'avait fait basculer l'estomac. J'avais immédiatement réprimé ce sentiment, l'enterrant sous des couches de culpabilité et de loyauté.
Mais apparemment, elle l'avait ressenti aussi. Marissa, Tu n'as rien à dire. Je sais que tu aimes Alicia, ou du moins tu aimes qui tu penses qu'elle est. Mais elle ne te mérite pas, Nick. Elle ne t'a jamais mérité. Je me levai brusquement, la chaise raclant le sol. Plusieurs personnes se tournèrent pour regarder, mais je m'en fichais. J'ai besoin d'air. Dehors, le vent d'octobre me transperça la veste comme un couteau. Marissa me suivit, ses talons claquant sur le trottoir alors qu'elle s'efforçait de me suivre. Nick, attends. Je me retournai, l'air probablement aussi perdu que je me sentais. Depuis combien de temps es-tu au courant de l'affaire? J'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas il y a environ 6 mois. Alicia a commencé à annuler des plans, à être secrète avec son téléphone, à mentir sur où elle était, mais je n'ai eu de preuve qu'il y a environ 2 mois. 2 mois. La trahison me semblait fraîche et ancienne à la fois. Tu savais depuis 2 mois, et tu ne me le dis que maintenant. J'ai essayé de me convaincre que ça finirait tout seul, qu'elle retrouverait ses esprits et se rendrait compte de ce qu'elle était en train de gâcher. Mais ça empire, Nick. Elle n'essaie même plus de le cacher. Je pensais à toutes les nuits tardives, aux appels téléphoniques mystérieux, à la façon dont Alicia avait commencé à s'habiller différemment quand elle sortait. Les signes étaient là, mais j'avais choisi de les ignorer, de faire confiance à la femme que j'avais épousée au lieu de faire confiance à mes instincts. Que sais-tu d'autre de ce Digi? Marissa serra sa veste contre le vent. C'est une mauvaise nouvelle. Le genre de mec qui collectionne les femmes mariées comme des trophées. Il possède une partie de 3 clubs différents, conduit une BMW qui coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an, et a une réputation d'être impitoyable en affaires. Ce qui veut dire qu'il ne veut pas juste coucher avec ta femme, Nick. Il veut détruire ton mariage. C'est un jeu pour lui. La colère qui couvait depuis que j'avais vu ses photos explosa soudainement. Où habite-t-il? Nick, non. Quoi que tu penses, je ne vais rien faire de stupide. Je veux juste savoir à qui j'ai affaire. Marissa étudia mon visage, puis sembla prendre une décision. Il a un pantouse dans le bac B, conduit cette BMW que j'ai mentionnée, et il sera à Venon ce soir comme tous les mercredis. Comment sais-tu tout ça? Parce que je l'ai observé, j'ai appris ses habitudes. J'ai pensé que si je pouvais trouver des informations compromettantes sur lui, quelque chose pour qu'Alicia voie quel genre d'homme il est vraiment. Et as-tu trouvé des informations? Elle hocha la tête lentement. Quelques-unes, mais rien qui importerait à quelqu'un qui est déjà trop impliqué pour penser clairement. Nous nous tenions là sur le trottoir, la ville bougeant autour de nous comme si nous étions des pierres dans une rivière. J'avais l'impression que tout mon monde avait basculé sur son axe et je n'étais plus sûr de ce qui était le haut. J'ai besoin de le voir par moi-même, dis-je finalement. Voir quoi? Eux ensemble. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Marissa me saisit le bras. C'est une idée terrible. Ça ne fera que te blesser davantage. Peut-être, mais je ne peux pas la confronter sur la base de simples photos. Elle va juste le nier. Prétendre qu'elles ont été sorties de leur contexte. J'ai besoin de preuves irréfutables. Et après? Tu vas la divorcer? La question resta suspendue dans l'air entre nous. Le ferais-je? 15 ans de mariage, un fils adolescent, une vie que nous avions construite ensemble. Étais-je prêt à tout jeter? Je ne sais pas, avouai-je. Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Marissa resta silencieuse un long moment, puis hocha la tête. D'accord. Mais si nous devons faire ça, nous le faisons intelligemment. Pas de confrontation, pas de scène. Nous obtenons la preuve dont tu as besoin et nous partons. Nous. Tu auras besoin de soutien. Quelqu'un pour surveiller tes arrières pendant que tu te concentres sur eux. Et puis, elle sourit tristement, j'ai été investi dans ce désastre bien plus longtemps que toi. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bureau à domicile, fixant mon écran d'ordinateur et essayant de me concentrer sur le travail. Alicia avait envoyé un texto vers midi pour dire qu'elle serait encore en retard. Une autre réunion avec un fournisseur qui durerait probablement après le dîner. Connor frappa à la porte de mon bureau vers 19h, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Salut, papa. Maman a dit de te dire qu'il y a des restes de pizza dans le frigo si tu veux dîner. Quand as-tu parlé à maman? Elle a appelé il y a 1 heure.
Elle a dit qu'elle ne serait peut-être pas rentrée avant très tard et que tu ne devrais pas l'attendre. La voilà de nouveau, cette phrase qui commençait à me fendre le cœur comme un couteau. Ça va, papa? Tu as l'air un peu bizarre. Je parvins à sourire à mon fils. À 14 ans, Connor était à cet âge où il commençait à remarquer les choses, à percevoir la tension qui s'était accumulée dans notre maison, comme une pression dans une chaudière. Ça va, mon pote. Juste du travail. Tu as fini tes devoirs? La plupart. J'ai cette stupide dissertation pour le cours d'anglais sur la trahison dans la littérature. C'est pour demain et je n'arrive pas à savoir comment la commencer. L'ironie était si vive qu'elle en était presque amusante. De quel livre écris-tu? Gatsby le Magnifique. Madame Patterson veut que nous analysions comment la trahison fait avancer l'intrigue. Je regardais mon fils. Je le regardais vraiment. Il avait les yeux d'Alicia mais mon menton têtu. Et à ce moment-là, il avait l'air frustré et jeune et complètement inconscient que le mariage de ses parents s'effondrait autour de lui. La trahison est compliquée, dis-je prudemment. Parfois, les gens trahissent les autres parce qu'ils sont égoïstes, et parfois ils le font parce qu'ils pensent n'avoir pas d'autre choix. La clé est de comprendre la motivation. Connor hocha la tête, griffonnant des notes. Et quand quelqu'un est trahi? Que devrait-il faire? La question semblait lourde, même si je savais qu'il parlait juste d'un personnage fictif. Cela dépend du genre de personnes qu'ils sont. Certaines personnes pardonnent et essaient d'aller de l'avant. D'autres décident que la confiance, une fois brisée, ne peut jamais être réparée. Et certaines personnes se vengent. Je rencontrais ses yeux. Certaines personnes le font. Mais la vengeance est dangereuse, Connor. Elle peut te consumer si tu n'es pas prudent. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre sans la personne qui t'a trahi. Il finit d'écrire et leva les yeux. Merci, papa. Ça aide beaucoup, en fait. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau, pensant à mes propres conseils. Étais-je le genre de personne qui pouvait pardonner et aller de l'avant? À 21h45, je me tenais de l'autre côté de la rue de Venon, regardant des gens bien habillés affluer vers l'entrée. Le club était exactement ce à quoi je m'attendais. Tout en verre et en acier et en prétention. Le genre d'endroit où les boissons coûtent $20 et tout le monde prétend qu'ils s'amusent plus qu'ils ne le font en réalité. Marissa apparut à côté de moi comme une ombre. Elle avait enfilé quelque chose de plus approprié pour la scène des clubs. Une robe bleue foncée élégante mais pas flashy et des talons suffisamment hauts pour s'intégrer mais suffisamment bas pour pouvoir courir si nécessaire. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête, bien que je ne sois plus sûr de rien. La voiture d'Alicia est dans le parking souterrain, continua-t-elle. Je l'ai vue entrer il y a environ 20 minutes. Elle était avec Tara et Rachel, mais je parie qu'elles disparaîtront une fois que DJ se montrera. Et tu es sûr qu'il sera là? Il est là tous les mercredis. C'est comme une horloge. Nous traversâmes la rue et nous approchâmes de l'entrée. Le videur était une montagne d'hommes avec des bras comme des troncs d'arbres et le genre de visage qui suggérait qu'il avait entendu toutes les histoires tristes du monde. $30 l'entrée, dit-il sans lever les yeux de son presse-papier. Je lui tendis $60 et nous fûmes autorisés à entrer. Le club était exactement ce à quoi je m'attendais et pire. La musique était assez forte pour causer des dommages auditifs permanents. L'éclairage était conçu pour cacher les imperfections et créer une atmosphère d'intimité artificielle. Et la foule était un mélange d'étudiants qui s'efforçaient trop et de personnes plus âgées qui s'efforçaient encore plus. Marissa me saisit le bras et se pencha près de mon oreille. La section VIP est à l'étage. C'est là qu'ils seront. Nous nous frayâmes un chemin à travers la foule, passons le bar principal et la piste de danse où les gens se trémoussaient sur une musique qui ressemblait à un ordinateur en pleine crise d'épilepsie. Les escaliers menant à la section VIP étaient gardés par un autre videur. Celui-ci était plus petit, mais d'une certaine manière plus intimidant. VIP sur invitation seulement, dit-il en nous approchant. Marissa lui sourit. Le genre de sourire qui pouvait faire fondre l'acier. Nous rencontrons Derek Johnson. Il nous attend. Le videur la regarda de haut en bas, puis me jeta un coup d'œil avec un scepticisme évident. Je n'avais pas vraiment l'air d'un VIP dans mon pantalon kaki et ma chemise boutonnée. Non. Marissa l'anénique. Il consulta une liste, fronça les sourcils, puis haussa les épaules. Allez-y, mais si DJ dit qu'il ne vous connaît pas,
vous êtes viré. Nous montâmes les escaliers jusqu'à la section VIP, qui était légèrement plus calme et nettement plus chère. Le mobilier était tout en cuir noir et chrome, et l'éclairage était suffisamment tamisé pour créer des poches d'intimité. Et là, dans une cabine d'angle qui offrait une vue parfaite sur la piste de danse en contrebas, se trouvait ma femme. Elle riait de quelque chose que l'homme à côté d'elle avait dit. Sa tête penchée en arrière de cette manière authentique que je n'avais pas vue depuis des mois. Sa main était posée sur sa cuisse et son bras était drapé autour de ses épaules comme s'ils étaient un couple. Derek Johnson était exactement ce que j'attendais d'après les photos, mais le voir en personne rendait la chose encore pire. Il avait ce genre de confiance sans effort qui vient de ne jamais avoir à se soucier de l'argent ou des conséquences. Et quand il se pencha pour chuchoter quelque chose à l'oreille d'Alicia, elle gloussa comme une adolescente. Je sentis la main de Marissa sur mon bras, me stabilisant. « Je suis désolé », murmura-t-elle. J'ai regardé ma femme depuis 15 ans caresser le cou d'un autre homme, et quelque chose en moi s'est brisé. Pas seulement mon cœur, qui se fissurait depuis des mois. Quelque chose de plus profond, quelque chose de fondamental sur qui je pensais être et ce que je pensais que ma vie signifiait. J'en ai assez vu, dis-je. Mais alors que nous nous tournions pour partir, Digi leva les yeux et nos regards se rencontrèrent à travers la pièce. Pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Puis il sourit. Pas un sourire amical, mais le genre de sourire qu'un prédateur donne à sa proie. Il dit quelque chose à Alicia, et elle se tourna pour regarder dans notre direction. Même de l'autre bout de la pièce, je pus voir le moment exact où elle réalisa qu'elle avait été prise. Son visage devint blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. Elle dit quelque chose à Digi, commença à se lever, mais il la retint en riant. « Il est temps de partir », dit Marissa d'urgence. Mais il était trop tard. Digi marchait vers nous, son sourire ne faiblissant jamais, et je savais que tout ce qui allait se passer ensuite allait tout changer. Digi s'approcha de nous avec l'assurance désinvolte d'un homme qui possédait la pièce. De près, il était plus petit que ce à quoi je m'attendais, peut-être un M78, mais il se tenait comme s'il mesurait un M96. Son costume coûtait probablement plus cher que mon paiement de voiture, et son eau de Cologne était assez forte pour assommer un cheval. « Eh bien, dit-il, sa voix portant juste une pointe d'un accent que je ne pouvais pas situer. « Nick Harper, je suppose. J'ai tellement entendu parler de vous. » Je lui donnai du crédit. Il avait des couilles. La plupart des hommes pris dans cette situation auraient au moins la décence d'avoir l'air gênés. Digi avait l'air de s'amuser. « J'aimerais pouvoir en dire autant, » répondis-je, fier que ma voix sonne plus stable que je ne me sentais. « Oh, allons. Ne soyez pas modeste. Alicia parle de vous tout le temps. Votre travail, vos petits passe-temps, cette charmante façon que vous avez de vous endormir devant la télé tous les soirs. » Chaque mot était choisi pour blesser et ils atteignirent leur cible. Derrière Digi, je pouvais voir Alicia s'approcher, son visage un masque de panique et de culpabilité. « Nick, dit-elle à bout de souffle. Qu'est-ce que tu fais ici ? Apparemment, j'apprends les activités extrascolaires de ma femme. Marissa se rapprocha de moi et je lui fus reconnaissant de sa présence. Au moins, je n'affrontais pas cela seul. Ce n'est pas ce que ça a l'air, dit Alicia, ce qui devait être la ligne la plus cliché de l'histoire de l'infidélité conjugale. Vraiment ? Je fis un geste vers la cabine VIP où ils étaient assis. Parce que ça ressemble à un rendez-vous avec un autre homme, tandis que ton mari te croit à une réunion de travail. Digi rit, un son comme du verre brisé. Réunion de travail ? C'est ce qu'elle t'a dit ? C'est fort, même pour Alicia. Tais-toi, Derek, siffla Alicia. Pourquoi devrais-je ? Le chat est sorti du sac maintenant, n'est-ce pas ? Il se tourna vers moi, son sourire s'élargissant. Votre femme est une femme incroyable, Nick. Vraiment incroyable, créative, aventureuse, prête à essayer de nouvelles choses. Je peux comprendre pourquoi vous voudriez la garder enfermée dans cette prison de banlieue que vous appelez votre foyer. L'insulte était conçue pour me provoquer, et pendant un instant, j'ai sérieusement envisagé de lui donner un coup de poing. La seule chose qui m'a arrêté était la certitude qu'il voulait probablement que je le fasse. Une bagarre publique lui donnerait des munitions, me ferait passer pour le mari jaloux et violent tandis qu'il jouerait la victime innocente. Au lieu de cela, je me suis tourné vers Alicia. Depuis combien de temps ? Nick, s'il te plaît, pas ici. Pas comme ça. Depuis combien de temps ?
Alicia. Elle jeta un coup d'œil autour de la section VIP, consciente que d'autres personnes commençaient à remarquer le drame qui se déroulait au milieu d'eux. 6 mois, dit-elle doucement. 6 mois. Une demi-année de mensonges, de tromperies et de trahisons. Une demi-année de « ne m'attends pas » et d'appels téléphoniques mystérieux et de rentrer à la maison sentant l'eau de Cologne d'un autre homme. Pourquoi? Le mot sortit plus petit que je ne l'avais voulu. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, Alicia eut l'air sincèrement peinée. Parce que tu as cessé de me voir, Nick. Tu as cessé d'essayer. Nous sommes devenus des colocataires au lieu d'amants, et je me sentais invisible dans mon propre mariage. Alors, tu as décidé de te rendre visible à lui. J'ai décidé de me sentir vivante à nouveau. Digi observait cet échange comme un dîner-spectacle, savourant clairement chaque instant de notre douleur. Elle mérite mieux que ce que tu lui donnais, Nick. Une femme comme Alicia a besoin d'excitation, de passion, d'aventure, pas d'un nerf d'ordinateur qui pense qu'une soirée folle, c'est de rester éveillé après 22 heures. Ça m'a fait craquer. Je m'avançai, assez près pour sentir son eau de Cologne chère et voir l'amusement dans ses yeux. Tu veux savoir ce que je pense, dis-je doucement. Éclaire-moi. Je pense que tu es un prédateur qui se délecte de détruire les mariages des autres. Je pense que tu as vu ma femme et décidé qu'elle serait un autre trophée pour ta collection. Et je pense que tu es sur le point de découvrir que certains trophées ont un prix que tu n'es pas prêt à payer. Le sourire de Digi vacilla un instant, puis revint en force. Est-ce une menace? C'est une promesse. La sécurité apparut à ce moment-là. 2 grands hommes en costume noir qui semblaient capables de soulever une petite voiture à la barre. Tout va bien ici, monsieur Johnson, demanda l'un d'eux. Juste un petit malentendu, dit Digi en douceur. Monsieur Harper était juste sur le point de partir. Je regardais Alicia une dernière fois. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues, l'air plus jeune et plus vulnérable qu'elle ne l'avait été depuis des années. 15 ans, dis-je. 15 ans de mariage, et c'est comme ça que tu veux que ça se termine? Je n'ai jamais voulu te faire de mal, murmura-t-elle. Mais tu l'as fait, et maintenant nous devons tous vivre avec les conséquences. Je me suis retourné et je suis parti, Marissa à mes côtés, laissant ma femme dans les bras d'un autre homme. La musique semblait plus forte en sortant, la foule plus oppressante. Et au moment où nous atteignîmes la rue, j'avais l'impression d'avoir retenu mon souffle pendant 1 heure. Tu vas bien? Demanda Marissa. J'ai réfléchi à la question. Allais-je bien? Mon mariage était fini. Le monde de mon fils était sur le point d'être bouleversé. Et je venais d'avoir la conversation la plus humiliante de ma vie devant une salle pleine d'étrangers. Non, dis-je. Mais ça ira. Que se passe-t-il maintenant? Je regardais le club, ses néons se reflétant sur le trottoir mouillé comme des promesses brisées. Maintenant, je vais trouver comment leur faire payer ce qu'ils ont fait. Marissa étudia mon visage sous le réverbère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Digi avait raison sur une chose. Certains trophées ont un prix. Et je suis sur le point de leur apprendre à tous les deux à quel point la trahison peut être coûteuse. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux. Marissa me suivit dans sa voiture et nous nous garâmes tous les deux dans mon allée comme nous l'avions fait 100 fois auparavant. La maison était sombre, sauf la chambre de Connor où je pouvais voir la lueur bleue de son écran d'ordinateur à travers les rideaux. À l'intérieur, nous nous sommes assis dans ma cuisine, buvant un café que ni l'un ni l'autre ne voulions et essayant de digérer ce qui venait de se passer. Tu ne peux rien faire de fou, Nick, dit finalement Marissa. Je sais que tu es en colère et tu as tout à fait le droit de l'être, mais tu dois penser à Connor, à ton avenir. Je ne vais blesser personne, dis-je. Mais je ne vais pas non plus me laisser faire et les laisser détruire ma vie sans conséquence. À quoi penses-tu? Je me penchai en arrière sur ma chaise, mon esprit travaillant déjà sur les possibilités. Je pense que Digi aime jouer à des jeux, alors jouons à un jeu. Mais cette fois, c'est moi qui vais faire les règles. Ça a l'air sinistre. Ça devrait, parce que j'en ai marre d'être le gentil gars qui se fait marcher dessus. Il est temps que le nerf d'ordinateur leur montre ce qui se passe quand on s'en prend à quelqu'un qui sait utiliser l'information comme une arme. Marissa avait l'air inquiète. Nick, fais-moi confiance, dis-je, quand j'aurai fini avec eux, ils souhaiteront ne s'être jamais rencontrés. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail pour la première fois en 3 ans. J'avais besoin de temps pour réfléchir,
planifier et faire des recherches sur Derek Dj Johnson. Alicia n'était pas rentrée la veille au soir. Elle avait envoyé un seul message vers minuit, « Je reste chez Rachel ce soir. Nous devons parler demain. » Connor avait remarqué son absence au petit déjeuner, mais j'avais éludé ses questions avec des explications vagues sur des engagements professionnels. Le gamin était intelligent, cependant. Il savait que quelque chose n'allait pas. Après qu'il soit parti pour l'école, je me suis installé dans mon bureau à domicile avec une nouvelle cafetière et j'ai commencé mon enquête. S'il y a un avantage à être consultant en cybersécurité, c'est que l'on sait comment trouver des informations sur les gens. Des informations légales, bien sûr. Je n'allais rien faire qui me mènerait en prison. L'empreinte numérique de Derek Johnson était étendue et révélatrice, des comptes de médias sociaux qui le dépeignaient comme un entrepreneur prospère et un impresario de la vie nocturne, des enregistrements commerciaux pour 3 LLC différentes, toutes liées à la scène des clubs de Boston. Un profil LinkedIn lourd en mots à la mode et léger en réalisation concrète. Mais ce sont les dossiers financiers, les publics, qui racontaient la vraie histoire. Les clubs de DJ étaient en grande difficulté. 2 d'entre eux avaient été cités pour des violations du code de la santé au cours de la dernière année, et l'un avait été temporairement fermé pour avoir servi de l'alcool à des mineurs. Sa BMW était louée, non possédée, et selon les registres publics, il était en retard sur les paiements de son appartement Penthouse. L'homme qui se tenait dans cette section VIP, agissant comme s'il possédait le monde, était en fait noyé dans les dettes et les problèmes juridiques. J'étais encore en train de fouiller quand Marissa frappa à ma porte vers midi. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas beaucoup dormi non plus. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» demanda-t-elle, s'installant sur la chaise en face de mon bureau. Je tournai l'écran de mon ordinateur portable vers elle. Notre ami DJ n'est pas aussi performant qu'il le prétend. En fait, il est à un mauvais mois de tout perdre. À quel point est-ce grave? Assez grave pour qu'il cherche probablement une sugar mama pour le maintenir à flot. Quelqu'un avec un revenu stable et des actifs auxquels il peut accéder. L'implication flottait dans l'air entre nous. Alicia gagnait bien sa vie en tant qu'organisatrice d'événements et nous avions de l'équité dans la maison, des comptes d'épargne, des portefeuilles d'investissement. Pour un homme confronté à la ruine financière, une femme mariée avec des ressources serait très attrayante. Tu penses qu'il l'utilise pour de l'argent? Je pense qu'il l'utilise pour beaucoup de choses. La question est de savoir si elle le réalise ou non. Mon téléphone sonna, interrompant notre conversation. Le nom d'Alicia apparut à l'écran. Réponds, dit Marissa, mais mets le haut-parleur. J'appuyai sur le bouton d'acceptation. Bonjour, Alicia. Nick. Sa voix semblait avoir pleuré. Nous devons parler. J'écoute. Pas au téléphone. Peux-tu me rencontrer quelque part? Un terrain neutre. Je regardai Marissa, qui hocha la tête. Tu m'as trompé. Tu m'as trahi. Tu as détruit notre famille. Oui, j'ai triché. Et c'est toi qui es à blâmer. Tu n'as jamais été là pour moi. Nous divorçons. Tu n'auras rien. La maison est à moi. L'argent est à moi. Tu vivras dans la rue. Quoi? Crie, tu veux savoir avec qui j'ai triché? Ton patron. C'est un vrai homme. Tu es fini. Je m'assurerai que tu n'auras rien. Tu m'entends? Rien. Rire, je n'ai pas besoin de ton argent. Je te quitte pour lui. Il vaut 2 fois l'homme que tu es. Et tu sais quoi d'autre? Musique, où? Ce parc près de l'école de Connor. Celui avec l'étang. J'y suis maintenant. J'y serai dans 20 minutes. Après avoir raccroché, Marissa me saisit le bras. Je viens avec toi. Ce n'est pas une bonne idée. C'est entre moi et ma femme. Ta femme qui a passé la nuit avec un autre homme. Ta femme qui te ment depuis 6 mois. Nick, tu as besoin de quelqu'un à tes côtés en ce moment. Elle avait raison. Mais je savais aussi qu'amener Marissa à cette conversation ne ferait que compliquer les choses. Reste ici, dis-je. Continue à fouiller dans le passé de DJ. Si je dois le détruire, j'ai besoin de munitions. Le parc était presque vide quand je suis arrivé. Juste quelques joggeurs et une femme promenant son chien. Alicia était assise sur un banc près de l'étang, fixant l'eau comme si elle détenait des réponses à des questions qu'elle n'avait pas encore supposées. Elle avait l'air terrible.
Ses cheveux étaient non lavés, son maquillage étalé, et elle portait les mêmes vêtements que la veille. Ce n'était pas la femme élégante et soignée que j'avais épousée. C'était quelqu'un qui avait touché le fond et continuait de tomber. « Merci d'être venu, dit-elle alors que je m'asseyais à côté d'elle, veillant à laisser de l'espace entre nous. Parle. Je sais que tu me détestes en ce moment. Je ne te déteste pas, Alicia. Je suis déçu. Je suis en colère. Je me sens trahi et humilié, mais je ne te déteste pas. » Elle recommença à pleurer, des larmes silencieuses qu'elle essuya du revers de la main. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Je ne sais pas. Cela a commencé juste comme de l'attention. Quelqu'un qui me faisait me sentir désirable à nouveau, qui m'écoutait, qui me faisait rire. Toi et moi étions devenus comme des étrangers vivant dans la même maison. Je voulais discuter avec elle, me défendre, mais il y avait de la vérité dans ce qu'elle disait. Nous nous étions éloignés l'un de l'autre au cours des dernières années. Le stress du travail, les responsabilités parentales, l'érosion générale qui affecte de nombreux mariages avaient eu des conséquences sur nous. Alors, au lieu de m'en parler, tu as décidé d'avoir une liaison. Ce n'était pas censé être une liaison. C'était juste. Je ne sais pas ce que je pensais que c'était. Et maintenant, elle resta silencieuse un long moment, regardant un canard pagayer sur l'étang. Maintenant, je pense que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, avec Derek, avec tout. Avec lui, avec le fait de te mentir, avec le fait de laisser ça durer si longtemps. Derek n'est pas qui je pensais qu'il était. Je sentis une lueur de satisfaction. Qu'est-ce que tu veux dire? La nuit dernière, après ton départ, il a changé, est devenu cruel, possessif. Il a dit des choses sur toi, sur notre mariage, sur Connor qui m'ont fait réaliser qu'il ne se soucie pas du tout de moi. Il voulait juste gagner. Gagner quoi? Toi. Il voulait te battre pour prouver qu'il pouvait prendre quelque chose qui t'appartenait. La confirmation de ce que j'avais soupçonné me rendit plus en colère, pas moins. Digi n'avait pas seulement volé ma femme, il l'avait traitée comme un prix dans un jeu tordu. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Je veux rentrer à la maison. Je veux essayer de réparer ça, de nous réparer. Je sais que ce ne sera pas facile, et je sais que tu ne pourras peut-être pas me pardonner, mais... Arrête. Elle me regarda, l'espoir et la peur se battant dans ses yeux. Alicia, je ne peux pas faire comme si cela n'était pas arrivé. Je ne peux pas revenir à la façon dont les choses étaient et agir comme si les 6 derniers mois n'avaient jamais eu lieu. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande d'essayer. Je me levai, ayant besoin de distance pour penser clairement. Qu'en est-il de Digi? C'est fini. Je lui ai dit ce matin que j'en avais fini, que je voulais travailler sur mon mariage. Et comment a-t-il pris ça? Son silence fut une réponse suffisante. Il ne l'a pas bien pris, n'est-ce pas? Il a dit que je ne pouvais pas juste le quitter, qu'il ne me laisserait pas. Un frisson me parcourut l'échine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais Nick, j'ai peur. Je pense que j'ai fait une terrible erreur en m'impliquant avec lui. Je regardais ma femme. Je la regardais vraiment. Elle était effrayée, pleine de remords, et disait probablement la vérité en voulant en finir avec Digi. Mais elle était aussi la femme qui m'avait menti pendant 6 mois, qui avait partagé des détails intimes de notre mariage avec un autre homme, qui avait choisi la trahison plutôt que la communication. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je finalement. Combien de temps? Je ne sais pas, mais en attendant, tu peux rentrer à la maison. Pour le bien de Connor, nous dormirons dans des chambres séparées et nous réglerons le reste plus tard. Le soulagement inonda son visage. Merci. Ne me remercie pas encore, car si Digi pense qu'il peut intimider ou menacer notre famille, il est sur le point d'apprendre qu'il a choisi le mauvais homme à provoquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je souris, et ce n'était pas un gentil sourire. Je vais lui apprendre que certains jeux ont des conséquences qu'il n'a jamais vues venir. De retour à la maison, je trouvai Marissa exactement là où je l'avais laissée, entourée de tirages et d'écrans d'ordinateur portables comme un général planifiant une campagne militaire. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle sans lever les yeux. Elle veut rentrer à la maison. Elle dit que c'est fini avec Digi. Et tu la crois? J'ai réfléchi à la question. Je crois qu'elle veut que ce soit fini. Si Digi le permettra, c'est une autre histoire.
À ce propos. Marissa tourna l'un de ses écrans vers moi. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur notre ami Derek. L'écran montrait un article de presse d'il y a 6 mois. Homme d'affaires local arrêté dans une affaire de violence domestique. La photo d'accompagnement montrait DJ menotté, emmené d'un immeuble d'appartements coûteux. Son ex-petite amie, expliqua Marissa. Une femme nommée Jessica Chen. Elle a déposé une ordonnance restrictive contre lui après qu'il aurait pénétré par effraction dans son appartement et détruit ses biens quand elle a essayé de rompre avec lui. Qu'est-il arrivé à l'affaire? Les accusations ont été abandonnées. Jessica a déménagé en Californie peu après avoir déposé la plainte, et sans son témoignage, le procureur n'a pas pu poursuivre. Je sentis à nouveau ce frisson, plus fort cette fois. Il l'a forcé à quitter la ville. C'est ce que ça ressemble. Et Nick, il y a plus. J'ai trouvé 2 autres femmes qui ont eu des expériences similaires avec lui. L'une a déménagé en Floride, l'autre à Seattle. Toutes 2 ont quitté Boston en quelques mois après avoir fréquenté DJ. Le schéma était clair et terrifiant. DJ ne collectionnait pas seulement les femmes mariées comme des trophées, il les détruisait quand elles essayaient de le quitter. Alicia n'est pas au courant de ça, n'est-ce pas? J'en doute. Les hommes comme DJ sont très doués pour cacher leur vraie nature jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je fixais l'écran, mon esprit tourbillonnant de possibilités. Si DJ était aussi dangereux qu'il le semblait, alors qu'Alicia essaie de rompre avec lui pourrait la mettre, elle et Connor, en réel danger. Nous devons agir vite, dis-je. Que as-tu en tête? Je vais le détruire avant qu'il ne puisse blesser ma famille, mais je vais le faire légalement, publiquement, et si complètement qu'il ne s'en remettra jamais. Marissa se pencha en avant. Comment? Je sortis les dossiers financiers de DJ sur mon écran. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de lui étant à un mauvais mois de tout perdre? Je vais m'assurer qu'il ait ce mauvais mois, à partir de ce soir. Le plan était élégant dans sa simplicité. Les clubs de DJ fonctionnaient avec des marges très minces, dépendant de leur réputation pour attirer une clientèle haut de gamme. Si cette réputation devait souffrir, si la rumeur se répandait sur des violations du code de la santé, des dettes impayées et une histoire de violence envers les femmes, son entreprise s'effondrerait comme un château de cartes. Mais j'avais besoin d'aide, et je savais exactement qui appeler. Pete, c'est Nick. J'ai besoin d'une faveur. Pete Rodriguez était mon ami depuis l'université, et il travaillait maintenant comme journaliste d'investigation pour le Boston Globe. Il se spécialisait dans la dénonciation de la corruption et de la fraude dans les entreprises locales. Quel genre de faveur? Demanda Pete, sa voix prudente. Celle qui pourrait te valoir un prix de journalisme et m'aider à détruire l'homme qui a couché avec ma femme. Il y eut un long silence. J'écoute. J'ai passé l'heure suivante à expliquer à Pete tout ce que j'avais découvert sur les pratiques commerciales de DJ, ses problèmes financiers et son histoire avec les femmes. Pete a pris des notes, posé des questions pertinentes, et à la fin de l'appel, j'ai pu entendre l'excitation dans sa voix. C'est du bon matériel, Nick. Vraiment bon. Mais j'aurais besoin de tout vérifier indépendamment avant de pouvoir publier quoi que ce soit. Combien de temps cela prendra-t-il? Donne-moi 72 heures, peut-être moins si je peux retrouver certaines de ses ex-petites amies. Qu'en est-il de Jessica Chen, celle qui a déménagé en Californie? C'est déjà fait. J'ai des contacts là-bas qui peuvent m'aider à la retrouver. Après avoir raccroché, Marissa eut l'air impressionnée. C'est ton plan? Le dénoncer dans le journal? C'est la phase 1. La phase 2 est celle où les choses deviennent intéressantes. J'ai ouvert les comptes de médias sociaux de DJ, étudiant les schémas de ses publications, le timing de ses mises à jour, la façon dont il interagissait avec ses abonnés. L'ensemble de la marque de DJ est bâti sur son image de célibataire à succès et désirable. Il publie constamment sur son style de vie, ses clubs, ses conquêtes. Son ego et sa faiblesse. Ce qui veut dire que je vais utiliser cet ego contre lui. Je vais le rendre si furieux, si désespéré de faire ses preuves qu'il fera des erreurs, de grosses erreurs. Mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Ta femme fait de beaux sons quand elle jouit. Juste pour que tu saches. Je montrai le message à Marissa, qui pâlit. Il essaie de te provoquer, dit-elle. Je sais, et ça marche. Je répondis, c'est tout ce que tu peux faire? J'attendais plus de créativité de la part de quelqu'un qui se dit professionnel.
La réponse fut immédiate. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire, garçon d'ordinateur. Je possède cette ville et maintenant je possède ta femme. Drôle, répondis-je. D'après ce que j'entends, tu ne possèdes pas grand-chose. En fait, la rumeur dit que tu es sur le point de tout perdre. C'est peut-être pour ça que tu as besoin de ma femme. Quelqu'un pour payer tes factures quand le dépanneur viendra chercher ta BMW. Mon téléphone sonna immédiatement. Le numéro de Digi. Réponds, dit Marissa. Mais enregistre l'appel. J'appuyai sur le bouton d'enregistrement de l'application de mémo vocal de mon téléphone, puis je répondis. Nick Harper, espèce de... La voix de Digi tremblait de rage. Tu penses savoir quelque chose sur moi? J'en sais assez. Je connais les violations du code de la santé, les dettes impayées, les ordonnances restrictives. Je connais Jessica Chen et ce que tu lui as fait quand elle a essayé de te quitter. Silence à l'autre bout du fil. Voici ce qui va se passer, Derek. Tu vas rester loin de ma femme, de ma famille et de ma vie. Tu vas disparaître comme le minable wannabe que tu es. Et si jamais tu contactes l'un d'entre nous à nouveau, je ferai en sorte que tout le monde à Boston sache exactement quel genre d'homme tu es vraiment. Tu fais une erreur, dit Digi, sa voix basse et dangereuse. Une grosse erreur. La seule erreur que j'ai commise a été de ne pas m'occuper de toi plus tôt. Je raccrochai et regardai Marissa. La phase 2 est officiellement lancée. Et s'il ne recule pas? Alors il va apprendre que parfois le nerf d'ordinateur silencieux est la personne la plus dangereuse dans la pièce. Ce soir-là, Alicia rentra à la maison. Elle avait l'air nerveuse, incertaine, comme si elle n'était pas sûre de son accueil. Connor était ravi de la voir, mais je pouvais dire qu'il sentait la tension entre nous. Au dîner, nous avons maintenu une façade de normalité pour le bien de notre fils. Alicia a posé des questions sur l'école. J'ai parlé du travail. Et Connor a comblé le silence avec des histoires sur ses amis et des plaintes sur ses professeurs. Mais après que Connor soit allé dans sa chambre faire ses devoirs, la mascarade est tombée. Digi ne prend pas bien la rupture, dis-je doucement. Le visage d'Alicia devint blanc. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai montré les messages textes, lui ai fait écouter l'appel téléphonique enregistré. Quand j'ai eu fini, elle tremblait. Je suis tellement désolé, Nick. Je n'aurais jamais pensé. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Eh bien, maintenant tu sais. Et maintenant, nous allons y faire face. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qu'il faudra pour protéger notre famille. Même si notre mariage ne survit pas à ça, je ne le laisserai pas te blesser, toi ou Connor. Elle recommença à pleurer. Mais cette fois, c'était des larmes de gratitude plutôt que de culpabilité. Je ne mérite pas ta protection. Pas après ce que j'ai fait. Peut-être pas. Mais Connor mérite un foyer sûr, et j'ai fait un vœu il y a 15 ans de te protéger. Je suis peut-être en colère contre toi, Alicia, mais je prends toujours mes vœux au sérieux. Cette nuit-là, je me suis allongé dans le lit de la chambre d'amis, fixant le plafond et écoutant les bruits de la maison s'installant autour de moi. Quelque part en ville, Digi était probablement en train de planifier son prochain mouvement, cherchant comment se venger de l'humiliation que je lui avais infligée. Mais il avait commis une erreur de jugement cruciale. Il pensait que j'étais juste un autre mari de banlieue qui se laisserait faire face à un rival plus jeune et plus flashy. Il était sur le point d'apprendre à quel point il s'était trompé. L'article du Boston Globe apparut dans les kiosques le vendredi matin comme une bombe explosant au milieu du monde soigneusement construit de Digi. Pete avait fait un travail magnifique, 3 pages complètes détaillant les irrégularités financières, les violations du code de la santé et le schéma de harcèlement qui entourait l'empire commercial de Derek Johnson. Mais le vrai coup de maître fut Jessica Chen. Pete l'avait retrouvée à Los Angeles, où elle travaillait comme cadre marketing pour une entreprise technologique. Elle avait accepté de témoigner publiquement sur sa relation avec Digi, fournissant des détails qui le dépeignaient comme un homme contrôlant et violent qui utilisait l'intimidation et les menaces pour manipuler les femmes. Propriétaire de club local fait face à des questions sur ses pratiques commerciales et le traitement des femmes, titrait le journal, accompagné d'une photo peu flatteuse de Digi escortée de son pantouse par la sécurité de l'immeuble après une plainte pour tapage nocturne. Je lisais l'article sur mon café du matin quand mon téléphone commença à sonner. Le premier appel venait de Marissa. « Tu l'as vu ?» demanda-t-elle essoufflée. « Je le lis en ce moment. » Pete s'est surpassé.
C'est partout sur les réseaux sociaux. Les clubs de Digi se font bombarder de critiques. Ses partenaires commerciaux se distancient. Et 3 autres femmes se sont manifestées avec des histoires similaires. Le deuxième appel venait d'Alicia, qui était au travail mais avait manifestement vu les nouvelles. Nick, c'est à propos de Derek, n'est-ce pas? Tu as fait ça. Je n'ai rien fait d'illégal, dis-je prudemment. J'ai juste fait en sorte que la vérité éclate. Il va être furieux. Il va me blâmer. Laisse-le. D'ici la fin de la journée, il aura de plus gros problèmes à gérer. Le troisième appel venait de Digi lui-même. Et cette fois, je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quand j'ai réécouté le message, sa voix était une rage à peine contenue. Tu penses être malin, n'est-ce pas? Tu penses avoir gagné? Ce n'est pas fini, Harper. Loin de là. J'ai transféré le message vocal à Pete, qui l'ajouterait au dossier croissant de preuves montrant le comportement menaçant de Digi. À midi, l'histoire avait dépassé les limites soignées de mon plan initial et était devenue ce que tous les meilleurs scandales deviennent une fois qu'ils voient le jour, une frénésie. 3 chaînes de télévision locales ont diffusé des variantes du même titre, chacune présentée comme des allégations choquantes, bien que les preuves fussent là, bien visibles. Et en quelques heures, elle était en vogue sur toutes les plateformes qui prospèrent sur la chute publique. Les gens ne se contentaient pas de la partager, ils la notaient, ajoutaient leurs propres souvenirs, leurs propres captures d'écran, leurs propres commentaires, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. Internet fait ce que les petites villes font, juste plus vite et avec un meilleur éclairage. Des photos des clubs de Digi ont commencé à circuler, des parkings vides, des fenêtres sombres, des panneaux, fermés, scotchés de travers comme une réflexion après coup. Un clip vidéo tremblant montrait quelqu'un secouant la porte d'entrée verrouillée. Tandis qu'une autre voix hors champ riait et disait « Je te l'avais dit ». Quelqu'un a posté une photo d'une dépanneuse devant son immeuble avec la légende « La BMW est partie ». Les sources de Pete ont confirmé ce que les photos suggéraient. La voiture avait été saisie ce matin-là, et le bail du Pantouz était en cours de résiliation. La vie que Digi avait bâtie sur l'accès et l'intimidation s'effondrait comme tous les systèmes fragiles s'effondrent soudainement, publiquement et sans aucune dignité. Je l'ai regardé se dérouler depuis le lieu calme en moi où l'indignation avait finalement mûri en stratégie. L'ancienne version de moi se serait sentie satisfaite et s'y serait arrêtée, pensant que l'humiliation était le point final. Mais l'humiliation n'est qu'une sensation. Elle s'estompe. Elle se réinitialise. Les hommes comme Digi survivent à l'humiliation en s'appuyant davantage sur l'intimidation. Si je voulais que cela tienne, j'avais besoin de quelque chose de plus lourd que l'embarras. Je n'avais pas encore fini. La phase 3 nécessitait une touche plus personnelle. Non pas parce que j'avais besoin de drame, mais parce que les systèmes ne changent que lorsque le bon type de pression est appliqué sous le bon angle. Les histoires mettent les gens en colère. Les papiers les font bouger. Et les voix humaines, celles qui ne peuvent être rejetées comme de la haine ou de la jalousie. Ces voix deviennent des ancres. Elles empêchent le récit de dériver à nouveau dans l'ambiguïté. Je me suis rendu à Venon, le club où tout le cauchemar avait commencé, et la scène à l'extérieur a tout confirmé. Le parking ressemblait à un endroit qui avait été évacué. Trop d'espace vide, trop peu de voitures. Quelques employés se tenaient près de l'entrée, regroupés en petits groupes en colère, fumant, parlant, vérifiant leur téléphone, scrutant la rue comme si le bâtiment lui-même pouvait leur fournir des réponses s'ils le regardaient assez attentivement. L'enseigne au-dessus de la porte brillait encore faiblement, essayant de faire croire que la marque était vivante, mais l'endroit semblait déjà mort. Je me suis garé de l'autre côté du parking et je suis resté assis un instant à regarder. Les gens comme Digi ne ferment pas seulement leur commerce quand l'argent s'épuise. Ils les abandonnent. Ils disparaissent et ils laissent les conséquences aux autres. C'est toujours le schéma. Les travailleurs sont des dommages collatéraux. Le patron est un fantôme. Je suis sorti et j'ai marché vers le groupe. Une jeune femme se tenait légèrement à l'écart des autres, les bras croisés, la mâchoire serrée, le genre de posture qui dit qu'elle essaie de ne pas pleurer parce qu'elle préférerait tout brûler plutôt que de donner à qui que ce soit la satisfaction de l'avoir craqué. Elle avait l'air d'une barmaid, à la façon dont elle se tenait, alerte, rapide, comme si elle avait passé trop de nuits à lire les visages d'hommes ivres pour déceler le danger. « Excusez-moi, dis-je, adoptant la voix polie qui n'effraie pas les gens. Êtes-vous une employée ici ? » J'étais une employée, répondit-elle amèrement sans hésitation. Ils viennent de nous dire que le club ferme indéfiniment.
Pas d'indemnité de licenciement, pas de dernier salaire, rien. La colère dans sa voix était pure et nette, le genre qui n'a pas besoin d'être dirigé. J'ai hoché la tête comme si j'étais surpris, comme si c'était une nouvelle information, parce que parfois les gens ont besoin de sentir qu'ils sont ceux qui révèlent la vérité, pas la répètent. C'est terrible, dis-je, et je laissai mon expression s'endurcir juste ce qu'il fallait. Je suis journaliste, mentis-je doucement. Seriez-vous prête à parler de vos expériences de travail ici? Ses yeux se plissèrent. Quel média? Affaires locales, dis-je, assez vague pour être crédible, assez spécifique pour paraître légitime. Nous faisons un article sur les problèmes de salaire et les lieux de vie nocturnes. Cela semblait pertinent. Elle laissa échapper un rire sans joie. Pertinent. Ouais, c'est un mot pour ça. Elle m'éloigna de quelques pas des autres, plus près du bord du parking où le vent emportait nos voix. Elle se présenta comme Marisol, et une fois qu'elle commença à parler, tout sortit comme de l'eau à travers une digue fissurée. Pas dramatique, pas théâtral, juste une liste de petites humiliations et de grands risques qui avaient été normalisés parce que tout le monde avait besoin du travail. Salaires impayés, pourboires manquants dans les tirelires, barman forcé d'être gentil avec certains VIP, même lorsque ces VIP devenaient trop familiers. La sécurité sommée de regarder ailleurs. Des employés forcés de rester après la fermeture sans pointer parce que Digi n'aimait pas payer les heures supplémentaires. Un couloir arrière où les lumières ne fonctionnaient pas. Et des caméras mystérieusement jamais réparées. Un manager qui a dit à une nouvelle fille, à peine âgée de 21 ans, que si elle voulait de bonnes équipes, elle devait rendre Digi heureux. Pendant qu'elle parlait, je gardais mon téléphone dans ma poche et mes mains visibles, hochant la tête au bon moment, posant de petites questions de suivi qui la faisaient continuer. Nom, date, qui a été témoin de quoi, quel manager a dit quelle phrase, où étaient les caméras, comment l'horaire était géré, comment l'argent était compté. Ce n'était pas une séance de thérapie. C'était un entretien d'admission. En 20 minutes, j'avais suffisamment de matériel pour un article de suivi qui enterrait Digi encore plus profondément. Non pas parce que c'était sensationnel, mais parce que c'était systémique. Ce n'était pas seulement un homme qui avait été pris dans un scandale. C'était un homme qui avait bâti un modèle économique sur l'exploitation et qui pensait que son charme le protégerait. Marisol termina sa dernière phrase et regarda au-delà de moi les portes du club, les yeux brillants de rage. « Il va s'en sortir », dit-elle doucement. Pas comme une peur, mais comme une leçon d'histoire. Pas cette fois, répondis-je. Et pour la première fois, je laissai ma voix porter un peu de vérité. Je la remerciai, promis de faire un suivi, et commençai à marcher vers ma voiture. Mon esprit arrangeait déjà ces détails en un récit avec des points de pression, le genre qui ne faisait pas seulement des « j'aime », mais impliquait les régulateurs. Vol de salaire, sécurité au travail, harcèlement sexuel. Ce sont des mots qui réveillaient les gens en costume. J'étais à mi-chemin du parking quand j'entendis des pas derrière moi. Ce n'étaient pas des pas désinvoltes. Ils étaient trop lourds, trop synchronisés. Le bruit d'hommes qui voulaient que vous les remarquiez. Je m'arrêtai et me retournai. Digi s'approchait, flanqué de deux hommes qui semblaient avoir appris leurs compétences sociales en prison. L'un était épais d'épaule avec un crâne rasé et un tatouage au cou qui disparaissait sous son col. L'autre était plus mince, les yeux vides, les mains pendantes lâchement sur les côtés, comme s'il voulait avoir l'air détendu, tout en signalant que la détente était facultative. Le sourire de Digi n'atteignait pas ses yeux. Il marchait comme si le parking lui appartenait, même s'il était vide, comme si la propriété et la peur étaient la même chose. Il s'arrêta à quelques mètres de moi, assez près pour que je puisse sentir son eau de colonne chère, luttant une bataille perdue contre la fumée rance. « Tu as été occupé » dit Digi, sa voix basse et amusée, comme s'il me complimentait. Je ne reculais pas. Je ne m'avançais pas. Je tins son regard et laissai le silence s'étirer suffisamment longtemps pour qu'il sente que je n'en avais pas peur. Je parlais juste à des gens, répondis-je calmement. Les yeux de Digi se posèrent sur les employés près de la porte, puis revinrent vers moi. Les gens mentent quand ils sont en colère, dit-il. Ils inventent des choses. Alors tu n'as rien à craindre, dis-je. L'homme maigre à sa gauche déplaça légèrement son poids, et je le repérai immédiatement, la façon dont les prédateurs se repositionnent lorsqu'ils décident à quelle distance ils peuvent se rapprocher sans attirer l'attention. J'ai légèrement orienté mon corps pour garder Digi dans mon champ de vision et les deux hommes dans ma vision périphérique, mes clés déjà enfilées entre mes doigts sans donner l'impression de l'avoir fait exprès.
DJ fit un pas de plus. Tu ne sais pas avec qui tu joues, dit-il doucement. Je souris, petit et froid. Je sais exactement, répondis-je. C'est pourquoi cela arrive. Pendant un instant, son expression se crispa, et je le vis, la première fissure d'une vraie peur sous l'arrogance. Parce que l'intimidation ne fonctionne que lorsque l'autre personne croit que vous avez le pouvoir de mettre fin à l'histoire. DJ ne mettait pas fin aux histoires. Il ne faisait que les retarder, et l'histoire lui avait déjà échappé. Eh bien, dit DJ, sa voix dégoulinante de fausse amabilité, si ce n'est pas le génie de l'informatique lui-même. Derek, tu as bonne mine. Le chômage te va bien. Son sourire ne faiblit pas, mais je pouvais voir la rage brûler dans ses yeux. Tu te crois drôle? Tu penses que détruire mon entreprise fait de toi un grand homme. Je pense que dire la vérité fait de moi un homme honnête. Ce que tu ne comprendrais pas. L'un de ses compagnons s'avança, faisant craquer ses phalanges dans ce que je supposais être un geste intimidant. Tu sais ce que je pense, continua DJ. Je pense que tu es un petit homme pathétique qui ne pouvait pas satisfaire sa femme. Alors, tu te défoules sur l'homme qui le pouvait. L'insulte était conçue pour me provoquer, tout comme la nuit au club. Mais cette fois, j'étais prêt. C'est ce que tu te dis? Que tout cela était une question de satisfaction? Je ris, sortant mon téléphone et lui montrant une capture d'écran de ses dossiers financiers. C'était une question d'argent, Derek. Tu avais besoin d'une sugar mama pour payer tes dettes, et ma femme était pratique. La seule chose pathétique ici, c'est que tu es trop lâche pour l'admettre. Son masque glissa enfin, et je vis le vrai Derek Johnson. Désespéré, ruiné et dangereux. Tu vas le regretter, dit-il doucement. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir exposé plus tôt. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture, m'attendant à moitié à ce qu'ils me suivent. Mais apparemment, même DJ n'était pas assez stupide pour agresser quelqu'un en plein jour dans un parking public. Ce soir-là, la deuxième vague de couverture médiatique a déferlé. L'histoire des salaires impayés et des conditions de travail dangereuses a été reprise par les nouvelles locales. Et soudain, DJ n'était plus seulement un homme d'affaires raté. Il était un méchant public. Je regardais la couverture avec Alicia et Connor quand mon téléphone sonna. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais. Le Boston Police Department. Monsieur Harper, ici la détective Sarah Martinez. Nous devons parler. Mon sang se glaça. À propos de quoi? Derek Johnson a déposé une plainte contre vous cet après-midi. Il prétend au harcèlement criminel et à l'ingérence dans ses affaires. Pouvez-vous venir au poste? Je regardais Alicia, qui avait pâli. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Connor, percevant la tension dans la pièce. Juste des affaires, dis-je, essayant de garder ma voix calme. Je reviens bientôt. Au poste de police, la détective Martinez s'avéra être une femme pragmatique d'une quarantaine d'années qui semblait avoir entendu toutes les histoires tristes du monde. Alors, dit-elle, s'installant sur sa chaise en face de moi dans la salle d'interrogatoire. Derek Johnson dit que vous l'avez harcelé. Dit que vous êtes responsable des articles de journaux qui ont détruit son entreprise. J'ai fourni des informations factuelles à un journaliste. Ce n'est pas du harcèlement. C'est un devoir civique. Il dit aussi, vous lui avez envoyé des messages menaçants. Je sortis mon téléphone et lui montrai la conversation textuelle. Il m'a envoyé un message en premier. J'ai aussi des enregistrements de ses appels téléphoniques menaçants, si vous voulez les entendre. La détective Martinez écouta les enregistrements, lut les messages textes et prit des notes dans son dossier. Monsieur Harper, je vais être direct avec vous. Derek Johnson est une mauvaise nouvelle. Nous l'avons à l'œil depuis des mois, et franchement, je suis content que quelqu'un ait enfin exposé ce qu'il faisait aux femmes dans cette ville. Donc, je n'ai pas d'ennui. Pas de notre part. Mais je vais vous donner un conseil. Restez loin de lui. Les hommes comme Johnson ne s'en vont pas tranquillement. Et il a déjà prouvé qu'il était prêt à utiliser l'intimidation et la violence quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Et ma famille? Sont-ils en sécurité? Nous allons augmenter les patrouilles dans votre quartier et je m'assurerai que Johnson sache que nous le surveillons. Mais vous devez être prudent, monsieur Harper. Très prudent. Je suis rentré en voiture à travers les rues sombres de Boston, l'esprit tourbillonnant.
J'avais gagné la bataille. L'entreprise de Digi était détruite. Sa réputation était en ruine, et il faisait face à d'éventuelles accusations criminelles. Mais la guerre n'était peut-être pas encore terminée. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé Alicia m'attendant dans la cuisine, une tasse de thé refroidissant devant elle. Qu'est-ce que la police a dit? Que Digi a déposé une plainte, mais ils ne la prennent pas au sérieux. Ils savent quel genre d'homme il est. C'est toute ma faute, dit-elle doucement. Si je n'avais pas été si stupide, si égoïste. Arrête. Je m'assis en face d'elle. Tu as fait une erreur, Alicia. Une grosse. Mais Digi a choisi d'être un prédateur. Ce n'est pas de ta faute. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons de voir s'il est assez intelligent pour disparaître tranquillement ou assez stupide pour continuer à mener une bataille qu'il a déjà perdue. La réponse arriva à 3 heures du matin, lorsque notre système de sécurité domestique commença à hurler comme une banshee. Je me suis redressé dans le lit de la chambre d'amis, le cœur battant, et j'ai attrapé la batte de baseball que j'avais commencé à garder près de la table de nuit. Par la fenêtre, je pouvais voir une silhouette dans notre jardin en train de graffer quelque chose sur le côté de notre maison. Même dans l'obscurité, je reconnus la silhouette de Digi. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le 911, puis j'ai rampé en bas pour vérifier les caméras de sécurité. Digi était seul, ce qui était soit très stupide, soit très désespéré. Au moment où la police est arrivée, il était parti. Mais il avait laissé sa carte de visite. Homme mort, peint à la bombe en lettres rouges sur la porte de notre garage. La détective Martinez est arrivée 20 minutes plus tard, l'air fatigué et agacé. Eh bien, dit-elle, examinant les graffitis. Je suppose qu'il a répondu à notre question sur le fait de partir tranquillement. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous l'arrêtons pour vandalisme, intrusion et menace terroriste. Et Monsieur Harper, oui. Je pense qu'il est temps que vous envisagiez cette ordonnance restrictive dont nous avons parlé. Alors que le soleil se levait sur notre quartier résidentiel tranquille, je me tenais dans mon allée, regardant les lettres rouges couler sur la porte de mon garage comme du sang. Digi avait commis sa dernière erreur. Il avait menacé ma famille sur ma propriété, et maintenant il allait faire face à toutes les conséquences de ses actes. La guerre était finie. J'avais gagné. Mais alors que je regardais le photographe de la police documenter les preuves qui mettraient Digi derrière les barreaux, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que certaines victoires ont un prix plus élevé que ce que vous n'auriez jamais imaginé devoir payer. 3 mois plus tard, Derek Johnson a été condamné à 6 mois de prison pour harcèlement criminel, harcèlement et vandalisme. Son empire commercial s'était complètement effondré, et il avait été contraint de déclarer faillite. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait comme gardien de sécurité de nuit dans un entrepôt à Quincy, vivant dans un studio et conduisant une Honda de 10 ans. Alicia et moi étions en thérapie de couple, essayant de reconstruire ce que nous avions perdu. C'était un travail lent et difficile, mais nous étions tous les deux déterminés à le faire réussir. Connor s'était adapté à la nouvelle réalité avec la résilience que les adolescents parviennent d'une certaine manière à avoir, et notre maison ressemblait à nouveau à un foyer. Marissa avait déménagé à New York, prenant un emploi dans une entreprise de marketing à Manhattan. Nous n'avions parlé qu'une fois depuis son départ, une brève conversation maladroite où nous avons tous deux reconnu que ses sentiments pour moi rendaient impossible que nous restions amis pendant que je travaillais sur mon mariage. J'espère que tu trouveras le bonheur, avait-elle dit avant de raccrocher. Tu le mérites. J'ai pensé à cette conversation alors que je me tenais dans mon allée, peignant sur les dernières traces des graffitis de Digi. Les lettres rouges étaient parties, remplacées par une peinture blanche fraîche qui s'estomperait et s'altérait jusqu'à correspondre au reste du garage. Certaines cicatrices guérissent complètement. D'autres laissent des marques qui ne disparaissent jamais tout à fait. Mais alors que je regardais Alicia et Connor travailler ensemble dans le jardin, riant d'une blague privée, j'ai réalisé que peut-être les marques n'étaient pas ce qui importait. Peut-être que ce qui importait, c'était ce que l'on construisait par-dessus elles. Mon téléphone vibra avec un message de Pet. Super article dans le Times aujourd'hui sur les poursuites pour violences domestiques. Ils ont cité la détective Martinez parlant de l'affaire Johnson. Tu devrais le lire. Je souris et rangeai mon téléphone sans lire l'article. J'en avais assez de Derek Johnson pour plusieurs vies. Le pinceau me semblait agréable en main, lisse et déterminé. Je le trempai dans la peinture blanche et recouvris les dernières traces tenaces de rouge,
pensant aux secondes chances et au prix de la trahison et aux étranges façons dont l'amour peut survivre même aux pires tempêtes. Derrière moi, Alicia m'appela, « Nick, le dîner est prêt. » Je posai le pinceau et me dirigeai vers ma maison, vers ma famille, vers ce qui allait suivre. La guerre était finie. Nous avions tous survécu. Et parfois, c'est la meilleure victoire que l'on puisse espérer.